Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat, édition spéciale. Ce soir, autour de la décision de la Cour suprême du Mexique, plus haute juridiction du pays, une décision tombée tout à l'heure. Florence Cassé doit être libérée immédiatement. La Française, condamnée à 60 ans de prison pour enlèvement et emprisonnée depuis plus de 7 ans, est donc libre, ou plus exactement, elle le sera très rapidement. Dès ce soir peut-être. La décision de la Cour suprême a été motivée par la violation des droits fondamentaux de la jeune femme. Énorme explosion de joie, vous l'imaginez, pour sa famille et tous ses soutiens. On en parle ce soir avec le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, qui était au Mexique il y a quelques jours, et de nombreux journalistes présents sur notre plateau. Voilà pour le programme de votre 22h en édition spéciale ce soir. Merci d'être en notre compagnie. 3 juges sur 5 de la première chambre de la Cour suprême ont voté en faveur de la libération immédiate de Florence Cassé. Tout l'édifice construit il y a 7 ans par la justice mexicaine dans ce dossier s'est donc écroulé. La décision de la Cour suprême, diffusée en direct tout à l'heure, a insisté sur la violation des droits fondamentaux de la jeune femme. Son avocat, Franck Berton, est actuellement en route vers la prison dans laquelle est détenue Florence Cassé. Et tout à l'heure, c'était quelques mots du président de cette cour et la fin d'un long calvaire pour la Française. Tous les détails avec Mounir Soussi. Coup de théâtre à la Cour suprême mexicaine. Au terme d'un débat technique, les magistrats ont rendu leur verdict. Florence Cassé doit être libérée. 3 des 5 juges ont défendu la remise en liberté immédiate de la Française détenue depuis plus de 7 ans. Après de nombreux rebondissements, le feuilleton judiciaire prend fin. Les juges ont estimé que dans cette affaire, la présomption d'innocence n'avait pas été respectée, à cause de cette mise en scène de l'arrestation de Florence Cassé par les autorités mexicaines. En 2005, cette reconstitution pour les caméras de télévision avait plongé la Française dans ce cauchemar. Aujourd'hui, ce sont les irrégularités commises pendant cet événement qui lui permettent de recouvrer la liberté. Son procès est renvoyé en appel, mais avec un dossier vidé de son contenu, le verdict ne fait plus aucun doute. L'acquittement tant attendu devrait être prononcé par la justice mexicaine. Et on va revenir à présent sur cette affaire, sur ce dossier ponctué de multiples rebondissements. Et coup de théâtre, changement de juge, changement de président dans les deux pays, mais toujours un soutien sans faille de la part de nombreux responsables politiques, d'élus et d'anonymes aussi pour Florence Cassé. On voit tout cela avec Cécile Sixou. Le feuilleton a commencé il y a 7 ans. En 2005, Florence Cassé vit au Mexique depuis 2 ans quand elle est arrêtée en direct à la télévision avec son compagnon, le Mexicain Israel Vallarta. Accusée de complicité d'enlèvement, la justice la condamne en appel à 60 ans de prison. Nicolas Sarkozy tente alors de la faire transférer en France, mais les associations mexicaines de personnes séquestrées s'y opposent. En 2010, des failles émergent du dossier, mise en scène de l'arrestation, faux témoignages. Du coup, les avocats de la jeune Française décident de se pourvoir en cassation. 1 an plus tard, la sanction tombe. Elle est normalement définitive. Florence Cassé va finir ses jours derrière les barreaux mexicains. Une décision qui pèse de plus en plus sur les relations franco-mexicaines. Le Mexique refuse notamment de participer à l'année qui lui est consacrée en France car elle est dédiée à la Française. En 2011, dernier espoir et ultime recours devant la Cour suprême qui se déclare compétente pour examiner l'affaire. Son rapporteur propose 1 an plus tard sa libération immédiate et absolue car ses droits pendant l'instruction n'ont pas été respectés. Ce soir, la Française est enfin libre. Et réaction ce soir du président François Hollande, il se dit très heureux et dit aussi toute sa reconnaissance dans la justice mexicaine. Avec nous ce soir sur le plateau du 22h, le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Laurent Geoffrin, bonsoir Laurent. Bonsoir. Directeur du Nouvel Observateur, Philippe Gouliot, bonsoir. Bonsoir Sonia. Chef du service politique du Figaro et notre chroniqueur Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Merci d'être avec nous messieurs. Jean-Pierre Bel d'abord, vous étiez au Mexique il y a peu de temps. Première réaction ce soir à cette nouvelle, à cette libération immédiate. Écoutez, je suis comme la plupart des Français, j'imagine, soulagé et très heureux. J'ai eu à connaître de l'affaire Florence Cassé pour m'être rendu au Mexique à la demande du président de la République, bien sûr pour l'investiture du nouveau président Peña Nieto, mais je ne vous cache pas que si nous avons voulu être représentés à ce niveau-là, c'était aussi pour favoriser, créer les conditions les plus favorables à cette issue que nous connaissons aujourd'hui. Et donc j'ai eu Florence Cassé au téléphone
Et l'entretien que j'ai eu avec le président Peña Nieto, à peu près 1 heure, à ce moment-là, portait presque exclusivement sur ce sujet. On va parler de l'aspect politique et justement de cette conversation et des relations avec le président mexicain. Mais d'abord, vous avez dit que vous aviez eu une conversation donc avec Florence Cassé il y a quelque temps. Comment elle était déjà lors de cette conversation? Non, c'était au moment même où j'accomplissais cette mission. Vous savez, le moment qui a été, à mon avis, un moment très important. Elle était confiante à ce moment-là? Elle était confiante, mais avec beaucoup de prudence. Bien sûr. Lorsque le président de la République, non encore investi, Peña Nieto, est venu en France au mois d'octobre, il a eu une rencontre avec le président de la République, François Hollande, qui s'est très bien passée. C'est le président de la République mexicaine qui me l'a expliqué clairement et en espagnol. Et à partir de là, nous savions, même si la justice mexicaine doit suivre son cours, et elle a montré son indépendance, que c'était très important, car l'ancien président Calderón, qui avait des liens particuliers avec ceux qui étaient les plus défavorables à Florence Cassés, ne permettait pas une issue comme celle-là. Et je crois que le président Peña Nieto... Il a créé des conditions favorables, une situation propice à cette exfiltré décision. deux juges de la Cour suprême qui étaient défavorables à Florence Cassés pour en nommer 2 autres qui, si j'en juge par les résultats, sont allés dans le bon sens. Donc nous avons joué la discrétion et confiance dans la justice mexicaine. J'étais là-bas pour ça. C'était un message du président de la République qui allait dans ce sens. Nous voulions être efficaces, utiles. Et dans le fond, si ça a pu contribuer un tant soit peu au résultat d'aujourd'hui, j'en suis très heureux. On l'a dit, il y a eu beaucoup de soutien pour Florence Cassé. Il y a eu des anonymes, il y a eu des journalistes, il y a eu des politiques, des responsables politiques et beaucoup d'élus, députés, sénateurs, parlementaires aussi qui se sont mobilisés. Oui, parce que il y a eu un sentiment de grande injustice, 7 ans derrière les barreaux. Il faudrait parler du Mexique, il faudrait parler de la situation aujourd'hui au Mexique qui est extrêmement complexe et qui explique cette espèce de confusion qui a entouré cette affaire Florence Cassé. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le fond, c'est tout bénéfice pour une méthode qui avance à petits pas, qui a pris en compte justement cette situation particulière. Vous savez, le nationalisme mexicain, je l'ai découvert sur place lorsque j'y suis allé. Ils ont une sensibilité à fleur de peau. Et lorsque nous avions imaginé cette affaire et en organisant une espèce de relation bilatérale entre la France et le Mexique, c'était très mauvais pour Florence Cassés. Il fallait sortir de ces effets médiatiques et je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui le démontre. En tout cas, Florence elle-même en était tout à fait consciente. Lorsque j'ai parlé avec elle, elle était d'une prudence extrême. Elle m'a demandé, par exemple, si j'allais me rendre au vernissage de son exposition qui avait lieu à Paris. Et je lui ai dit, Florence, je pense que je n'irai pas, car pour être utile pour vous, il vaut mieux que moi, président du Sénat, je n'apparaisse pas de cette manière-là vis-à-vis des Mexicains. Et Florence en est convenue immédiatement. Et on va préciser à l'instant que donc Florence Cassé va prendre l'avion dès ce soir avec son avocat et son père Bernard pour rejoindre sa mère Charlotte qui l'attend évidemment avec beaucoup d'impatience en France et le tribunal doit rédiger l'acte de libération dès ce soir. Philippe Gouliot, Jean-Pierre Bel parlait de la diplomatie des petits pas. On va rappeler que c'est une affaire qui est devenue très rapidement personnelle et politique pour l'ancien président Nicolas Sarkozy qui s'est beaucoup impliqué et le nouveau président, l'actuel président François Hollande également. Oui, c'est vrai. Et alors, on a assisté à 2 méthodes assez différentes. Nicolas Sarkozy mettait pas mal les choses en scène et a effectivement fait que cette affaire est devenue une affaire franco-mexicaine assez violente, notamment au moment de l'année du Mexique en France, qu'il avait dédié à Florence Cassés. Et ça, c'était pour ce peuple mexicain assez nationaliste et assez aussi sensible au sort des victimes des enlèvements. Enfin, c'était une provocation et bien entendu, ça n'a pas amélioré les choses. Mais il faut reconnaître aussi que Nicolas Sarkozy a été quand même très actif, très présent dans la libération de Florence Cassés. Alors ça n'a pas marché, mais il a quand même fait beaucoup de choses pour tenter d'y arriver. Oui. Il y a eu une alternance à la fois de moments de tension et d'apaisement. Il y a eu une diplomatie des petits pas et puis à un moment, la France a aussi dû montrer ses muscles, comme ça c'était avec l'ancien président Calderón, pour faire avancer le dossier. C'est le cas ? Je ne sais pas s'il avait beaucoup avancé. Mais il faut voir l'origine des choses quand même, parce qu'à l'époque, il y avait, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais il y avait 1000 enlèvements par an, 3 par jour, et dans des conditions souvent horribles.
Et donc l'opinion mexicaine était extrêmement sensible à ces affaires. Et Florence Cassé était liée à un chef de gang du Zodiac, qui lui, alors on sait qu'il est coupable. Et donc pour l'opinion mexicaine, c'était clair. La police avait arrêté un couple qui faisait des enlèvements. Et donc ils étaient pris tous les deux dans le même sort, quoi. Ils étaient logés à la même enseigne. Et donc après, quand la France a demandé la libération, les gens ont dit mais ils sont fous. Elle a été condamnée en bonne et due forme par plusieurs cours, ils les appellent, etc. Et donc c'était réglé. Pour eux, les demandes de la France étaient extravagantes. Après, on a appris qu'il y avait plein de vices de procédure spectaculaires, notamment la fausse émission de télé qui avait été organisée par la police. Donc reconnu ce soir par la Cour suprême du Mexique d'ailleurs. Oui, il s'est reconnu depuis longtemps, parce que Florence Cassé avait protesté en disant mais non, j'ai pas été arrêté ce jour-là, j'ai été arrêté la veille. C'était en direct dans une émission de télévision et c'était fait à la gloire de la police. Comme elle a appelé au milieu, c'était très spectaculaire, la police a considéré que c'était une provocation et donc elle a ensuite, manifestement, enfin on n'est pas tout à fait sûr, mais elle a probablement chargé ensuite la barque pour faire en sorte qu'elle soit condamnée sans rémission. Mais il faut voir l'origine des choses, c'était assez complexe. Au début, on pouvait avoir un doute, puisqu'effectivement il y avait des charges, il y avait des témoins. Puis ensuite les témoins, on s'est aperçu qu'ils disaient des choses fausses, pour partie, mais il y en a d'autres qui s'étaient pas rétractés, qui avaient l'air assez convaincants. Donc l'opinion mexicaine, elle était à 100%. Ouais. Vous l'avez ressenti, Jean-Pierre Bel, justement, lors de votre voyage au Mexique, l'opinion mexicaine, est-ce qu'il y avait eu un basculement? On voyait des émissions de télévision où les animateurs étaient favorables à Florence Cassé, ce qui n'était pas du tout le cas il y a encore quelques mois. Oui, Laurent Geoffrin a très bien décrit la situation. Non seulement j'ai le ressenti, mais ça existait encore au mois de novembre. C'est-à-dire que tout ça était très fragile. Et dans la presse, bien sûr, nous avons travaillé avec nos services de l'ambassade pour préparer les meilleures conditions. Et la communication était très, très importante. Il fallait mesurer chacun de ces mots. Vous savez, en diplomatie, on utilise des éléments de langage. J'ai dû utiliser des éléments de langage vraiment pour ne pas faire de faux pas qui auraient rallumé, mais à grande vitesse, ce sentiment qui était décrit, parce que Laurent Geoffrin a raison, il faut connaître la situation du Mexique, ces centaines, ces milliers d'enlèvements, ces morts, c'est le pays qui a le plus fort taux de criminalité aujourd'hui en Amérique latine. C'est aussi une situation particulière que vivent les Mexicains. Pour le président Peña Nieto, on a lu qu'il voulait en fait, entre guillemets, se débarrasser du dossier. En tous les cas, pour lui, c'était un dossier empoisonné et il voulait au plus vite régler le dossier. Florence Cassé, vous l'avez ressenti quand vous lui avez parlé? Oui, parce qu'il existe des relations très anciennes entre la France et le Mexique. Il y a aussi des relations économiques qui sont importantes pour nous. Et le président Peña Nieto veut commencer son début de mandat avec des relations beaucoup plus ouvertes, car il a envie de créer de nouveaux liens. Et la France est pour lui, qui est plutôt francophile, est un pays qui mérite que l'on puisse non pas se bloquer sur des dossiers comme celui-là, mais au contraire envisager de nouvelles relations. Je l'ai ressenti. Vous savez, le président Peña Nieto m'a dit en espagnol une expression en parlant de François Hollande. Il m'a dit « me cayó bien », ce qui veut dire en espagnol « je le sens bien ». Et à partir de là, le climat de confiance était créé. Et je crois qu'il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, c'est le cas également au Mexique. Mais on sait aussi très bien que tout ce qui a tourné autour de la justice mexicaine et ce que vient de décrire Laurent Geoffrin a pesé considérablement contre Florence Cassé. Et ce que nous avons réussi à créer depuis 2 mois, je crois, a permis que l'environnement de la Cour suprême a favorisé ce résultat, tout simplement. Alors justement, est-ce que, Jean-Luc Gombault, est-ce que ça peut être une nouvelle page? On va reparler de l'émotion, parce qu'aujourd'hui c'est d'abord la joie des familles, des soutiens, des responsables politiques qui ont accompagné Florence Cassé. Mais Jean-Luc Gombault, pour les relations franco-mexicaines, est-ce que c'est une nouvelle page, un renouveau pour ces relations qui étaient mises entre parenthèses? Je sais, bon. Certainement, puisque Florence Cassé est déclaré innocent, les 2 présidents de la République successifs avaient milité pour sa libération. Mais je reviens sur le contexte. Le Mexique est un pays membre du G20. C'est donc, il fait partie des puissances, les puissances économiques du monde, le G20. Et voilà un pays dont on s'aperçoit ces dernières années qu'on ne connaissait pas, où la corruption règne, la justice, la police a couvert des mensonges, des faux témoignages, une population qui doit être déboussolée complètement dans cette situation, 1000 enlèvements par an, 3000 crimes non élucidés, qui vit dans un désarroi total. Et ce pays
membre du G20, c'est pour moi, ce qui s'est passé là, ça se termine bien, mais c'est aussi un aspect de cette crise, c'est-à-dire quand il n'y a plus d'État, il n'y a plus de justice, il n'y a plus de police, et les gens ne savent plus où donner de la tête, ne savent plus où... Alors, au bout du compte, avec l'élection du nouveau président, ça se termine bien. Mais on est inquiet de voir quand même qu'un pays aussi grand, aussi puissant dans le contexte américain, puisse pendant des années et des années couvrir des crimes, couvrir des faux témoignages, de la corruption à ce point. Et c'est ça, je crois que même si le scénario au final est favorable à Cassé et quelque part nous fait plaisir, nous contente, c'est quand même ce qui s'est passé, quand même un signe d'inquiétude. Mais il y a peut-être un renouveau justement pour la justice. Philippe Gouliot, à l'instant, l'avocat mexicain donc de Florence Cassé, maître Augustin Acosta, déclare qu'il s'agit d'un jour historique pour la Cour suprême parce qu'il a été établi que les violations graves des droits de l'homme ne seront pas tolérées comme mécanisme pour établir la culpabilité des personnes. Ah oui, moi je trouve que c'est quand même pour la justice mexicaine, effectivement, c'est un grand jour parce que c'est pas facile de reconnaître qu'on s'est trompé, d'avouer ses fautes et de revenir sur une décision. On a souvent vu des jugements où quand un accusé avait fait de la préventive, on le condamnait à la période de préventive qu'il avait accomplie. Ça arrive souvent. Et là, finalement, on reconnaît qu'on s'est complètement trompé. Donc, effectivement, c'est plutôt un bon signe pour la justice mexicaine, pourvu qu'il y en ait d'autres. Et peut-être pour le pays, moment historique également, Jean-Pierre Bel, avec cette reconnaissance. Oui, le Mexique est un grand pays. Je ne sais pas si de France, on a cette vision du Mexique. Ce pays, après le Brésil, est une puissance considérable. C'est un pays qui a une histoire, qui a une culture formidable. D'ailleurs, nous sommes liés à cette culture. Et lorsque nous avons vu, et vous l'avez très bien expliqué, de quelle manière, depuis quelques années, c'est pas très récent, ce pays en est réduit à vivre des émeutes de rue, des scènes très violentes avec des crimes. Bon, voilà, aujourd'hui, je pense que peut-être le Mexique a marqué un point particulier de son histoire et en effet, je partage votre opinion. La justice mexicaine s'est grandie, elle peut aujourd'hui s'émanciper de pesanteurs qui pesaient sur elle jusqu'à présent. En tout cas, c'est un moment d'espérance. Et pour ceux qui s'intéressent à l'Amérique latine et notamment à ce pays, je crois que là, nous sommes aujourd'hui non seulement soulagés pour Florence Cassé, mais aussi heureux pour les relations futures avec le Mexique. C'est une décision à l'honneur du Mexique, Laurent Geoffrin ? Oui, mais ça tient beaucoup au changement de pouvoir. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait un personnage extrêmement controversé qui était, semble-t-il, à l'origine de l'affaire et du sort de Florence Cassé. C'est le ministre de l'Intérieur du président Calderón, qui s'appelait Garcia Luna, si ma mémoire est bonne, et qui était une espèce de personnage de roman, enfin de roman noir, de roman policier. C'est-à-dire que c'était une sorte de cow-boy qui avait réformé de fond en comble la police mexicaine et qui prétendait, en tout cas, lutter avec beaucoup d'énergie contre les cartels et contre les fauteurs d'enlèvement, et donc qui faisait beaucoup de mousse, quoi. Ce qui était un combat très populaire dans l'opinion. Et alors, donc il avait gagné une grande popularité, il était très lié à Calderón. Et c'est probablement lui qui a monté, vous savez, elle a été arrêtée sur une route et le lendemain, la police a fait semblant d'arrêter les vrais ravisseurs sous les caméras de la télé. Et c'est probablement lui qui avait monté ça. Et c'est lui qui était en direct quand Florence Cassé a appelé pour démentir l'affaire. Donc il était furieux. Et ensuite, il est probable que les témoins qui se sont déclarés après coup étaient manipulés par ce personnage. Comment ? Dont certains vivent maintenant au Canada. Oui, c'est très étrange. On flaire une manipulation policière pour charger Florence Cassé. Alors peut-être qu'il était convaincu qu'elle était coupable, donc pour lui c'était pas grave, mais il se trouve que les preuves de l'innocence, les preuves de la culpabilité n'étaient pas là. Mais ce personnage-là est tombé après, puisque son président a été battu. Et à partir de là, les obstacles commençaient à s'aplanir. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de responsables politiques qui ont soutenu, qui soutiennent encore Florence Cassé, des parlementaires et des sénateurs. Jean-Pierre Bel, dont Alain Fouché, qui est sénateur UMP de la Vienne et qui a été référent du comité de soutien. Bonsoir, monsieur le sénateur. Bonsoir, madame. Eh bien, votre première réaction ce soir, vous l'attendez depuis longtemps, cette décision. Je suis vraiment très heureux parce qu'avec Jean-Luc et plein d'autres, on a soutenu
Florence pour qu'elle soit libérée avec sa famille. Et vraiment, ça fait plaisir. Et vraiment, on est très heureux pour elle. Vous vous attendiez, on a vu cette décision de la Cour suprême tout à l'heure. C'était quelques mots du juge, du président. Est-ce que vous vous attendiez à cette décision? Non, c'était une décision qui était compliquée. Mais je crois que les raisons de cette décision sont nombreuses. On l'a vu au cours des différentes procédures. Il y a eu un non-respect des droits de Florence durant l'instruction, ce qui est quand même particulier. Il y a eu l'organisation d'une reconstitution qui était très douteuse par le ministère de l'Intérieur. Il y a eu des faux témoignages, toujours à l'implication de ce ministre. Et puis il y a eu la violation, qui n'existe pas en France, quand même, de la présomption d'innocence. Donc il y a plein de choses qui ont fait que les choses ont changé et le débat a changé. Alors on peut dire que le comité de soutien, ce soir, il disparaît. C'est une bonne nouvelle, on peut fêter cela. Le comité de soutien a eu un rôle important autour de la famille. Et il disparaît, oui, mais il a été formidable. Il y a plein de gens de tous horizons qui ont fait partie de ce comité de soutien. En fait, le comité de soutien avait pour but de permettre à Florence de rentrer en France. Donc c'était ça la volonté du comité de soutien. Je crois c'est formidable, cette alliance de tout le monde, de tous horizons pour soutenir Florence et sa famille. Merci beaucoup, merci pour votre réaction. Philippe Gouliot, c'est une alliance évidemment politique, droite-gauche, c'est une alliance aussi de l'opinion publique française. Oui, l'opinion française a beaucoup soutenu Florence Cassez. Et puis les hommes politiques aussi, toutes opinions confondues, l'ont soutenu. Mais je pense qu'il y aura quand même un peu de polémique et on le voit déjà sur Twitter où il y a des gens... Parlons-en alors. Oui, il y aura des polémiques. Même si l'heure est d'abord à l'émotion et à la joie. Et heureusement. Mais il y aura des polémiques. Il y a déjà des gens sur Twitter qui disent que Hollande aurait dû remercier Sarkozy. D'autres qui disent qu'effectivement Sarkozy n'a pas été efficace, d'autres qui disent que les hommes politiques évidemment récupèrent un événement heureux et que leur place n'est pas là, certains qui disent que voilà, il y a eu beaucoup de manipulations autour de tout ça, donc c'est toujours des sujets sensibles d'ailleurs, parce qu'on se souvient de tous ces retours d'otages à Villacoublay, où effectivement parfois il y a eu une mise en scène joyeuse d'ailleurs en réalité, mais c'est des choses qui sont parfois assez sensibles. Alors posons les questions. Est-ce qu'il y a eu une différence de conduite de dossier entre les deux présidents français? Il y avait une différence de... Laurent Geoffrin et Jean-Pierre Bel. Oui, mais est-ce qu'il faut... parce que j'imagine qu'au début, la France a essayé d'agir par les voies diplomatiques habituelles. Et probablement, c'est quand Sarkozy s'est rendu compte que ça ne marchait pas qu'il a fini par dire, bon, maintenant... Il faut préciser quand même qu'il avait face à lui un autre président, qui n'était pas dans les mêmes dispositions que après, on lui a beaucoup reproché d'en avoir fait beaucoup, d'accord. Mais au moins, il s'est démené, il a montré son énergie, qui est bien connue. Alors après, ça n'a pas marché, c'est clair. C'est sous Hollande qu'elle a été libérée, et non pas sous Sarkozy. Donc après, on lui a fait le procès d'avoir rendu les choses encore plus difficiles en provoquant l'opinion mexicaine, l'État mexicain, et en étant humiliant finalement ou arrogant vis-à-vis de ce peuple qui est respectable après tout. Et donc là ça s'est retourné. Mais bon, il a fait beaucoup d'efforts, en tout cas. Et peut-être que la réaction la plus sage, la plus mesurée ce soir, c'est celle de la mère de Florence Cassez qui remercie tous ceux qui ont soutenu sa fille et les deux présidents. Jean-Pierre Bel. Non, moi je veux absolument... C'est un soutien dans la continuité. Oui, je pense que la polémique ce soir n'est pas de mise pour ceux qui, sur Twitter, s'adonneraient à cela. Je crois que c'est pas de cela dont il s'agit. Mais vous avez privilégié une autre approche? Oui, simplement, je crois qu'il était, vous l'avez dit tout à l'heure, c'était une erreur que de vouloir, de faire en sorte qu'on place ça sur les relations bilatérales entre deux pays et qu'on donne le sentiment à l'opinion mexicaine avec les Français, comme disait Laurent Geoffrin, dans une affaire qui pour eux ne posait pas de problème, parce qu'ils étaient la France, voulaient soustraire à la justice mexicaine une de leurs ressortissantes. Il fallait absolument, d'une certaine manière, banaliser cette affaire et faire en sorte que, peu à peu, nous puissions créer l'environnement favorable à une décision qui serait rendue par la justice mexicaine elle-même. Je crois que tous les effets dont vous avez parlé, médiatiques ou autres, qui n'ont pour but que d'essayer d'avoir un peu plus de popularité dans l'opinion, de se porter au devant de ce que l'opinion souhaite, ne sont pas de mise. Je crois, lorsque j'en ai parlé avec Florence, que c'était bien son point de vue, parce qu'elle avait constaté ce qui s'était passé au préalable, et elle avait une grande confiance dans le président Hollande. C'est une jeune femme qu'on décrit et qui est étonnante,
formidable, qui a gardé espoir jusqu'au bout, qui a... C'est assez incroyable quand on est condamné à 60 ans de prison, quand on a passé 7 ans, pas dans n'importe quelle prison, de femmes. Elle était là depuis 7 ans en prison, je l'avais au téléphone et elle était presque à me remonter le moral. Elle voulait avoir le moral, mais on sentait que derrière c'était quand même très fragile. Et le fait qu'elle se soit mise à peindre, je ne sais pas si elle avait cette qualité auparavant, mais elle peignait dans sa prison, elle a exposé, je le disais tout à l'heure, à Paris, elle s'est accrochée à tous ceux qui lui permettaient de vivre et de vivre comme une femme normale. Vous faisiez attention quand vous l'appeliez, on imagine qu'il pouvait y avoir d'autres personnes qui étaient écoutées. Bien sûr. Oui. Mais bien sûr, il faut dire le moins possible. Elle faisait très attention et je faisais très attention, mais malgré tout l'émotion est passée et je n'ai pas rencontré directement, je n'ai pas voulu, je vous l'ai dit tout à l'heure, aller la voir en prison. Nous avions là-bas une équipe, et je veux les saluer parce que le travail de nos équipes d'ambassade, les diplomates et notamment le consul général à Mexico, qui était très proche de Florence, ont largement contribué à ce qu'elle ne craque pas et à ce qu'elle continue à tenir bon pour aller jusqu'à cette issue formidable. Formidable ce soir. Jean-Louis, vous vouliez réagir? Ce qui peut expliquer aussi la réaction un peu brutale que M. Sarkozy sur cette affaire, c'est que si Florence Cassez aussi était en prison, aussi parce qu'elle était française, je pense. Parce que les autorités mexicaines avaient vraiment envie de faire un exemple et montrer même on va arrêter jusqu'à des nationaux français. Et ce qui l'a aidé, c'est d'avoir été française, parce que je pense à tous ces gens au Mexique qui sont aujourd'hui certainement en prison, qui sont des innocents, qui sont pour beaucoup enfermés par l'arbitraire policier et d'une justice qui ne fonctionnait pas et qui n'ont personne pour être soutenus, alors que nous avions ce comité de soutien, nous avions une mobilisation qui a aidé cette jeune femme à être déclarée innocente, même si au départ je pense que sa nationalité l'a peut-être desservie. C'est le cas, Philippe Gouliot? C'est possible, c'est tout à fait possible. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'intervention de Nicolas Sarkozy a aussi permis de maintenir la pression de l'opinion publique française et de faire en sorte qu'on ne l'oublie pas, parce que sinon on peut très vite oublier. Il y a d'autres cas de Français qui sont détenus en Asie ou pour des trafics de drogue en Afrique. Il y en a, et souvent on les oublie. Alors que là, évidemment, le fait que Nicolas Sarkozy, que le comité de soutien, que Marion Cotillard et tant d'autres aient rappelé tout le temps qu'il fallait que Florence Cassez soit libérée, ça a certainement joué un rôle majeur. Et puis, voilà, il y a eu aussi, je crois que Nicolas Sarkozy était intervenu auprès du pape pour que le pape intervienne de son côté auprès de l'Église d'ailleurs a été mexicaine. Important, on l'a pas assez souligné, Laurent Geoffrin. Oui, y compris le Mexique, parce qu'il y a des organisations religieuses qui soutenaient la détenue. Et qu'il avait condamné l'Église elle-même. C'est le cas, Jean-Pierre Bel, il y a eu aussi cette... Après avoir été assez sévère dans un premier temps, elle était... Je n'ai pas de raison d'en douter, je n'allais pas moi-même le constater. Dans les réunions préparatoires que nous avons eues pour, je le redis, je me considérais comme en mission au Mexique, pour favoriser les choses. Je sais que le poids de l'Église mexicaine, mais je crois encore une fois qu'il était très important, et je comprends les différents temps qui se sont succédés. Il a fallu taper d'abord du poing sur la table, et puis ensuite on s'est adapté à ce qu'était le Mexique et les Mexicains. Mais ce que je sais, c'est que ce qui était bon depuis 2-3 mois, c'était surtout d'obéir à une stratégie qui était extrêmement précise, sur laquelle nous étions très informés, et qui était la seule qui permettait de faire libérer Florence Cassez. Et cette affaire a aussi braqué la lumière sur une justice, la justice mexicaine, et ses rouages, ça a été un feuilleton constitutionnel et judiciaire assez incroyable. D'ailleurs, on est un petit peu perdu. On n'y a pas compris. Je vous demande pas l'éclairage. En ce qui me concerne, j'avoue que je n'y ai pas compris, parce qu'il y a eu toute une série de décisions, et chaque fois, ça allait dans le même sens. Alors chaque fois, on nous disait, là, il va y avoir à nouveau une décision, et Florence Cassez a de l'espoir, et puis finalement, cet espoir était systématiquement douché. D'ailleurs, il lui fallait beaucoup de force d'âme pour arriver à résister à tout ça. Et c'est vrai que c'était une procédure assez complexe, assez étonnante pour nous. Et voilà, moi j'avais cru comprendre il y a quelque temps que c'était une décision définitive. Alors là, ce soir, on espère que la décision est vraiment définitive. Elle est définitive, et
Et on a la confirmation que l'avocat de Florence Cassez est en route vers la prison, donc pour donner ce papier de libération et acter cette libération ce soir. Jean-Pierre Bel, je sais que vous allez devoir nous quitter. Je vous demande encore quelques instants, quelques minutes de patience. Nous avons en ligne la ministre Hélène Conway-Mouret. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en charge des Français de l'étranger. Ce soir, c'est une Française qui rentre chez elle, donc. Oui, absolument. Écoutez, c'est avec beaucoup de bonheur que j'ai appris la libération de Florence Cassez à mon arrivée à Roissy il y a quelques minutes. Et vraiment, je me réjouis, je crois, comme tous ceux qui se sont engagés pour sa libération. Et je crois que Jean-Pierre Bel a joué un rôle très très important là. Depuis longtemps, nous avons décidé de mener une politique de petits pas, de la médiation. Je crois qu'il est peut-être beaucoup plus efficace que celle de la médiatisation. Enfin, en tout cas, cela a payé puisque maintenant Florence est libérée. Je pense au bonheur de sa famille qui doit être très très heureuse, comme nous le sommes tous. Voilà, et on va dire ce soir aussi que les deux actions, toutes les actions ont porté, c'est important de le reconnaître. Hélène Conway-Mouret, on a parlé de la mobilisation des Français en France pour Florence Cassez. Il y a aussi la mobilisation des Français à l'étranger pour Florence également. Oui, absolument. Et je crois qu'il faut remercier tous ceux qui, au Mexique, comme dans notre pays, se sont engagés pour que la vérité et la justice prévalent. Et nous avons une grande victoire ce soir. Merci pour votre réaction dans le 22h ce soir. Jean-Pierre Bel, la suite maintenant, puisque vous avez eu au téléphone Florence Cassez, vous la connaissez, elle va revenir. Déjà, elle va reprendre sa vie, se reposer, voir sa famille, et puis peut-être que vous allez la recevoir au Parlement. Ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir. Tout à fait dans le sens de ce que j'indiquais. Je ne suis pas quelqu'un qui est très enclin à la médiatisation. Moi, j'aimerais bien la voir seule à seule, pouvoir. Vous imaginez bien que les caméras seront là. Se rappeler ce moment. Je crois que sa libération lui appartient aujourd'hui et sa nouvelle vie surtout lui appartient à elle. Elle va la construire comme elle l'entend. Et il faudra peut-être qu'elle oublie très vite ce moment un peu douloureux de son existence. Laurent Geoffrin, il y a eu, on l'entend, l'intervention et la pression politique sur la justice mexicaine. Ça pourra aussi laisser des traces, une intervention comme cela, dans une affaire juridique? Ce qu'on peut espérer, c'est que ce soit un progrès de l'état de droit au Mexique, qui était quand même pas non plus, c'est pas une dictature épouvantable, hein, c'est une démocratie complexe, on pourrait dire. Avec un parti, le parti actuel, le PRI, c'est un parti qui a gouverné pendant un demi-siècle, le parti révolutionnaire institutionnel. Et c'est le parti qui est issu de la révolution mexicaine, de l'indépendance mexicaine. Et il a gouverné pendant... Il gouverne encore. Et là, il est revenu au pouvoir. Avant, il perdait jamais les élections. Il faisait toujours 60%. Et puis un jour, il a perdu, c'était il y a une quinzaine d'années. Donc il y a le parti de droite qui s'appelle PAN, qui a pris le pouvoir. Et puis qui a fait une politique très libérale, et puis ensuite il a fini par se faire battre de nouveau, là, récemment. Mais bon, il y a beaucoup de corruption, et puis c'est un pays qui est ravagé, il faut bien le dire, par le trafic de drogue, et par les cartels, les mafias, qui tiennent une bonne partie des États d'Amérique latine. Il faut comprendre ce qu'est le traumatisme de cette population. Quand cette jeune femme a été arrêtée justement pour enlèvement, pour eux ça a été un traumatisme. Ils n'ont pas peut-être voulu reconnaître tout de suite son innocence et tout cela. Non, mais il y avait des arguments au départ. Il y avait des arguments. Et puis la population, on voit dans la presse, elle voulait des coupables, elle veut des coupables, la justice est presque sommée d'en trouver, la police est sommée d'en trouver, il faut en ramener, parce que, et on ne résout pas. Il faut bien dire, le garçon avec qui elle a été arrêtée est un mafieux. Est un mafieux. Donc elle était une coupable idéale. La police l'a soupçonnée de vivre avec lui. Messieurs, nous sommes en ligne avec la journaliste Capucine Petre, que vous devez connaître, Philippe Gouliot, qui est journaliste, qui est correspondant de Figaro au Mexique, à Mexico. Capucine, bonsoir. Bonsoir. Je voulais d'abord vous demander quelle était l'atmosphère dans la salle d'audience. C'était le suspense jusqu'au bout, jusqu'aux mots prononcés par le juge. Oui, en effet, on pouvait parler de suspense. Les juges ont commencé par se réunir en fait dès 8h du matin au sein de la Cour suprême du Mexique, tout près du Zocalo. Ils se sont réunis à huis clos pendant quelques heures et puis vers midi et demi, ils sont sortis. Et là, effectivement, ils se sont prononcés les uns après les autres, donc c'était très long, puisque chacun a souhaité expliquer pourquoi il décidait de voter pour ou contre le projet de résolution proposé par la juge Olga Sanchez. Donc effectivement, c'était très long, ça a duré au moins une bonne heure.
Et comme vous avez dû le suivre, on a su qu'au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure même, qu'on se tournait vers une libération, puisqu'au début, les juges qui ont voté en premier étaient plutôt en défaveur, à part évidemment Arturo Saldívar. Capucine, quelle est la tonalité dans les médias mexicains ce soir? Alors, c'est très difficile à dire, puisque moi, je me suis rendue directement là à la prison. Je suis actuellement en train d'attendre que Florence Cassez sorte. Tous les journalistes sont ici. On va être une bonne centaine. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau, en tout cas, des journalistes internationaux et mexicains, c'était évidemment une surprise. Là, dans le taxi, pour revenir jusqu'à la prison, qui est à une demi-heure de la Cour suprême, évidemment, le chauffeur de taxi était déjà au courant. À la radio, on n'entendait que ça. Donc, c'est quand même une énorme surprise pour le Mexique et pour les Mexicains. Donc la suite ce soir, vous nous le confirmez, puisque vous êtes devant la prison, c'est la sortie dès ce soir de Florence Cassez, et on imagine assez rapidement prendre un vol et revenir en France. Voilà, alors c'est ce qu'a indiqué son avocat Franck Berton en sortant tout à l'heure. Il était extrêmement ému à la sortie de la Cour suprême. Donc il nous a indiqué qu'effectivement lui rejoignait la prison, que Florence Cassez, elle était restée ici évidemment en attendant la délibération. Elle était ici en présence de son père et d'un des représentants de l'ambassade de France. Et la logique voudrait qu'elle soit libérée là dans les minutes qui viennent, au plus tard avant ce soir chez nous. Donc ici il est à peu près 14h30, 15h. Et elle devrait évidemment, on peut la comprendre et l'imaginer, monter dans le premier avion et rejoindre la France au plus vite. On l'imagine. Merci beaucoup, Capucine. Merci à vous. On arrive à la fin de cette édition spéciale. Je vais vous remercier et puis vous demander finalement, on va revenir à la première question, votre réaction, votre première impression quand les mots du juge ont été prononcés, cette libération immédiate, inconditionnelle. Laurent Geoffrin, à ce moment précis. C'est un sentiment de justice, c'est qu'il y avait en tout cas et de toute évidence de telles erreurs et fautes de procédure que cette libération était, du point de vue des principes, inévitable. Jean-Pierre Bel. Je pourrais répéter le même mot, mais moi c'était plutôt un sentiment de surprise car je m'étais totalement convaincu que nous aurions un autre scénario, celui qui l'aurait renvoyé devant une cour d'appel, où l'issue aurait été certainement favorable. Voilà, c'est une manière de fonctionner. Moi je préfère prévoir le plus mauvais pour me sentir bien ensuite. Pour la belle surprise. Jean-Louis Gombault. Moi c'était un espoir pour le Mexique lui-même parce que c'était très troublant de voir un si grand pays où là il y a plus de justice, il n'y a plus de police, il n'y a plus rien, où les gens sont désarmés, désorientés, ne savent plus où donner la tête. Ce sont des aspects de la crise d'aujourd'hui, et de voir que au bout du compte tout est bien qui finit bien, de voir ce jugement rendu, pour moi c'est un espoir pour le Mexique. Et Philippe Gouliot. Moi je me suis dit enfin. Enfin, ça résume tout très bien, Philippe. Voilà. Non mais 7 ans de prison dans des conditions difficiles, enfin c'est quelque chose qu'on ne souhaiterait pas à son pire ennemi, ben voilà, maintenant c'est fini. Et on a pensé, enfin moi j'ai pensé quand même à la joie de ses parents, à la joie de Florence Cassez. Je peux dire aussi au nom de la rédaction Public Sénat, puisque nous l'avons vécu aussi, que ça a été un soulagement pour tous les journalistes présents. Merci beaucoup d'avoir été nos invités ce soir. Merci pour vos réactions. Et retour en France à présent pour le reste de l'actualité avec la journée d'action des syndicats de l'éducation nationale à l'occasion de la présentation au Conseil des ministres du projet de loi de refondation de l'école par Vincent Peillon. Un texte qui pourtant donne la priorité à l'école primaire avec des milliers de recrutements à la clé. Et cette grogne que vous voyez est alimentée par le rejet de la mise en œuvre dès la rentrée de septembre de la réforme des rythmes scolaires avec le retour de la semaine de 4 jours et demi. Tous les détails avec Sophie Normand, regardez. Juste pour tous, exigeante pour chacun, c'est l'objectif principal de cette refondation de l'école. En pratique, cela passe par la création de 60 000 postes et la priorité donnée aux primaires. Côté enseignants, le texte prévoit le rétablissement de la formation des enseignants quasiment disparus sous la droite. Elle comptera des enseignements théoriques, pratiques ainsi que des stages. Pour réduire les inégalités, la scolarisation des enfants de moins de 3 ans est mise en exergue. Cet accueil aura lieu en particulier dans les zones d'éducation prioritaire.
En primaire, 7000 professeurs seront dédiés au renforcement de l'encadrement pédagogique dans les zones difficiles, illustration de la formule « plus de maîtres que de classes ». Et pour améliorer les résultats alarmants en langues étrangères, une langue vivante sera obligatoire en CP. Un enseignement moral et civique sera également au programme pour promouvoir le respect de la personne et de l'égalité homme-femme. Concernant les programmes, justement, les objectifs du socle commun de connaissances en fin de troisième seront modifiés. La notion de culture vient s'ajouter à celle de connaissances et de compétences. Enfin, Vincent Payon annonce son ambition de faire entrer l'école dans l'ère du numérique. Et dans l'actualité également ce soir, les soldats de l'armée malienne accusés pour certains d'exactions dans l'ouest et le centre du pays contre la population. Des actes de représailles auraient été menés contre les Touaregs soupçonnés de soutenir les djihadistes. Paris appelle ce soir à la vigilance au 13e jour de l'intervention militaire française au Mali. Les détails, c'est avec Faustine Saint-Geniès. Ici, à Sévaré et à Niono, dans le centre du Mali, la vie semble avoir repris son cours, mais désormais on se méfie de tout le monde. Chasse aux sorcières, voire exécution sommaire. Selon plusieurs témoins, des militaires maliens et des miliciens exercent des représailles contre la population. Principales victimes, les Touaregs et les Arabes, accusés d'avoir soutenu les islamistes. En cause, la hantise des djihadistes encore infiltrés. À Sévaré, malgré la présence des forces françaises toutes proches, impossible pour notre correspondant de témoigner. Lui et les autres journalistes sur place ont été menacés par des militaires maliens. Seules les ONG basées à Bamako peuvent dénoncer ces exactions. Certains craignent d'être confondus avec les éléments des groupes armés et donc quittent leur village, leur communauté et se réfugient dans les pays limitrophes qui les accueillent. Le président malien Diokounda Traoré met en garde contre ces exactions qui menacent la politique de réconciliation nationale et pourraient même discréditer l'opération Serval. Il n'est pas possible de négocier. L'Europe a lancé le président Hollande après la déclaration de David Cameron souhaitant organiser un référendum d'ici à 2017 sur le maintien ou non de la Grande-Bretagne au sein de l'Union européenne. Alors provocation ou stratégie politique, en tous les cas, le Premier ministre britannique a une nouvelle fois fait étalage de son euroscepticisme. On voit tout cela avec Mounir Soussi. Partir ou rester, telle est la question posée par David Cameron en une de la presse. 40 ans après l'entrée du Royaume-Uni dans l'Europe politique, le Premier ministre britannique évoque la possibilité d'une sortie de l'UE. En cas de réélection en 2015, il promet de donner la parole au peuple. Il s'agira d'une relation centrée sur le marché unique. Et une fois que nous aurons le nouvel accord, nous offrirons aux Britanniques un référendum avec un choix très simple. Rester au sein de l'Union européenne sur cette nouvelle base ou en sortir complètement. David Cameron affirme qu'il fera campagne pour le maintien de Londres dans l'Union européenne, à condition d'une renégociation des termes du contrat qui lie son pays aux 26 autres États membres. Il plaide notamment pour un recentrage du partenariat sur les questions économiques. On ne peut pas faire l'Europe à la carte. Si vous voulez, je prendrai une comparaison que nos amis britanniques vont bien comprendre. L'Europe, admettons que ce soit un club de football. Bon, on adhère à ce club de football, mais une fois qu'on est dedans, on ne peut pas dire on joue au rugby. Les réactions sont nombreuses sur le continent. Angela Merkel se dit prête à discuter des demandes britanniques. Pour le président de la Commission des affaires européennes du Sénat, le débat doit être ouvert sans tabou. On ne peut pas, quand on est dans l'Union européenne, avoir tous les avantages et aucun inconvénient. Je crois qu'il y a un moment donné où il faut purger les problèmes et prendre des décisions. Et ça ne concerne pas uniquement la Grande-Bretagne, ça concerne aussi l'Union européenne. En faisant le pari de lier son avenir politique à la question européenne, David Cameron ressoude son camp et atténue la pression des eurosceptiques, tout en mettant dans l'embarras les travaillistes opposés au référendum. Un référendum encore hypothétique et lointain, le vote n'aura pas lieu avant 2017. Et on arrive à la fin de ce journal. Je vous rappelle la principale information de cette édition. La décision de la Cour suprême du Mexique, c'est la plus haute juridiction du pays. Florence Cassé est libre. La Française condamnée à 60 ans de prison pour enlèvement et emprisonnée, je vous le rappelle, depuis plus de 7 ans, est libre, ou plus exactement, elle le sera très rapidement. Dès ce soir peut-être, en tous les cas, son père et son avocat l'attendent en ce moment même devant la prison où elle devrait être libérée dans les prochaines minutes, les prochaines heures et rejoindre la France. Le président François Hollande se dit très heureux ce soir pour la Française. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain avec plaisir.
Depuis la fondation de SOS Racisme, Harlem Désir court avec une poignée de copains. Je suis étudiant en histoire. Dès son apparition sur la scène publique, il fait preuve d'un talent, d'un charisme qui en font un porte-parole idéal. Il a tenu ses promesses en faisant une belle carrière, même si certains lui reprochent justement son manque de charisme. Alors, y a-t-il une manière de faire de la politique quand on est jeune? Quels sont les thèmes et les discours qui permettent d'émerger? Et comment se comporter à leur début les leaders d'aujourd'hui? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, les jeunes pousses d'hier et d'aujourd'hui, avec nous 4 invités. Anne Muxel, sociologue et spécialiste des comportements politiques des jeunes. Virginie Martin, politologue. Vous vous intéressez à l'innovation politique au sein du think tank Different. Et on verra avec vous si les jeunes sont novateurs. Claude Posternac, communicant, pour analyser les discours et le style de ces jeunes. Et enfin, Denis Bertrand, sémiologue et habitué de l'émission. On va commencer par revenir sur les premiers pas médiatiques de quelques personnalités bien connues aujourd'hui. Vous allez voir que certaines ont pas mal changé. Comme le souligne le psychologue spécialiste des comportements Pascal de Sutter au micro de Marie Lebon, on commence par la première télé de Nicolas Sarkozy. Nicolas, tu as 20 ans, tu es étudiant à Nanterre. Pourquoi es-tu à l'UDR? Oui, bien, je suis à l'UDR, j'ai pas connu 1940, j'ai pas connu 1958, j'ai même pas connu 1968. Et pourtant, je suis à l'UDR. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on m'a dit que je voulais participer à l'effort de construction de la société de demain, parce que j'estimais que nous ayant donné le droit de vote, nous les jeunes, nous n'avions pas le droit de participer à la construction de cette société où nous allons vivre. Et puis à l'UDR, on ne m'a pas désigné un ennemi tout fait, on ne m'a pas dit la vérité est une et c'est nous qui l'avons. On m'a simplement dit que pour construire cette société de demain, il fallait l'effort de tous et la participation de tous. Voilà pourquoi je suis UDR. Donc ce qui est intéressant chez le jeune Nicolas Sarkozy, c'est qu'on voit déjà les éléments de son succès, qu'il y avait déjà cette énergie, cette volonté, même une partie de cette nervosité qui était présente. Donc c'est intéressant de vraiment voir le potentiel de Nicolas Sarkozy qui était là et qui vraiment n'a fait que s'accentuer avec évidemment, et c'est comme toujours quand on vieillit, il y a à la fois nos qualités qui se développent mais aussi nos défauts. Il avait beaucoup moins de tics à cette époque-là, il avait été probablement un peu plus reposé, il avait peut-être une vie moins stressante, il n'avait pas tout l'épuisement qu'il a connu. Le premier souci des jeunes, c'est le travail. À quoi sert l'école si elle débouche sur le chômage? À cet égard, l'héritage de la droite est énorme. Plus de 2 millions de chômeurs, surtout des jeunes, et en particulier des filles. L'une des priorités de François Mitterrand, c'est la lutte contre ce chômage. Et les effets de cette lutte commencent à se faire sentir. Mais il faut aller plus loin. Il faut que le chômage commence à régresser. Il faut que les jeunes, entre 16 et 18 ans, aient une formation, aient une qualification professionnelle, une formation grâce à des centres d'orientation, grâce à une formation diversifiée. Alors le contraste est vraiment saisissant parce que c'est très faible, je dirais. Je ne vais pas dire que c'est nul, mais c'est pas tellement loin parce qu'il y a de nombreux problèmes. D'abord, on voit que c'est un texte appris. Il doit régulièrement retourner, on voit ça avec les yeux, le regard qui descend vers le bas, à gauche pour nous, donc à droite pour lui, pour aller chercher. C'est un regard qui va chercher les souvenirs, donc les souvenirs du texte qu'il a essayé d'apprendre et qui probablement il ne maîtrise pas suffisamment. Donc il est encore dans une récitation. Alors que Nicolas Sarkozy, probablement c'était aussi un texte appris, mais il a pu y mettre de la spontanéité. Il y a aussi des petits défauts de prononciation, qui d'ailleurs sont encore toujours un petit peu présents, mais qu'il a beaucoup travaillé. Il y a aussi, on voit à ce moment-là, qu'il n'est pas à l'aise, qu'il est timide, qu'il est un peu emprunté. Son visage a une forme d'anxiété. Il n'avait vraiment pas l'habitude, il était jeune, mais c'est intéressant de voir que chez Nicolas Sarkozy, il y a d'autres émotions, mais certainement pas de l'anxiété. Donc c'est vraiment intéressant de voir que par contre Manuel Valls, il y a eu un travail énorme derrière et aujourd'hui, on voit vraiment un nouveau Manuel Valls par rapport à celui de l'époque. Vous êtes le Benjamin de la nouvelle Assemblée, puisque vous avez 27 ans, vous avez été élu député de la 4e circonscription de la Sarthe, et dès le premier tour. Nous allons revenir, si vous le voulez, sur la campagne. Qu'est-ce que ça peut apporter, la campagne, à un jeune comme vous? Une campagne électorale, c'est un moment privilégié de contact avec une circonscription, mais c'est aussi un peu une période irréelle. Vous avez beaucoup d'amis qui surgissent de partout pour vous aider. Vous avez des thèmes à défendre sous les préaux d'école. C'est quelque chose d'irréel et c'est en même temps un des temps les plus forts de la vie politique. On voit qu'il y a quand même chez lui une forme de retenue, de timidité, qu'il a d'ailleurs toujours, une espèce de pudeur. À la fois, c'est quelqu'un qui aime bien être en public, qui aime bien diriger, mais c'est quelqu'un qui a une espèce de pudeur. C'était déjà présent à ce moment-là.
Alors ce qui est assez amusant aussi, c'est de voir qu'à l'époque, pour se donner une contenance, et c'est aussi peut-être un peu son côté vieille France, il y avait cette façon de parler privilège, il parlait un petit peu, on aurait entendu Giscard d'Estaing, il était visiblement influencé par ces gens-là. Et un style comme ça qu'il se donnait, une contenance, et qui font un petit peu ridicule aussi, parce qu'on s'attend à ce qu'un jeune, même si c'est un jeune bourgeois, bon chic, bon genre, qu'il ait un petit peu plus de dynamisme et d'authenticité, ce qu'avaient davantage les autres que nous avons vus précédemment. Objectivement, 24 ans, c'est une vie assez courte. Mais subjectivement, nous avons été confrontés, en qualité de fille de Jean-Marie Le Pen, à un grand nombre d'obstacles dans notre vie. Et peut-être cela nous a forgé un caractère plus combatif et nous a donné une expérience certaine du sens des choses et de la valeur des choses. Je pense qu'il y avait une certaine fraîcheur qu'elle a un peu perdue malheureusement. Je trouve ça dommage. Je crois que toutes ces années de lutte et peut-être de difficultés qu'elle a vécues l'ont rendue beaucoup plus dure dans son expression faciale, dans sa manière de poser la voix. Là, il y avait encore, on dirait, une espèce d'enthousiasme et une certaine fraîcheur qui était très positive. On voit déjà une certaine facilité avec l'image. Je dirais par rapport aux autres jeunes qu'on a vus, c'est peut-être elle qui est la plus à l'aise alors qu'elle a juste 24 ans. Voilà, alors comme quoi c'est encourageant pour les jeunes qui ne sont pas de grands orateurs, comme Manuel Valls, ils peuvent faire des progrès. Alors il y a deux explications possibles, soit finalement tout ça c'est que de la com, ou alors c'est qu'on n'a pas besoin d'être un grand orateur pour faire une carrière en politique. Claude Posternak, vous en pensez quoi en revoyant les débuts parfois laborieux de ces jeunes? C'est assez étonnant, mais il faut les resituer à chaque fois dans leur contexte. D'abord, Sarkozy intervient en 1975, il intervient dans un endroit particulier, c'est Nanterre. Nanterre, c'est quand même le lieu où a démarré le 22 mars en 68. Et tout de suite, il se met dans une position, alors que la droite est au pouvoir, d'opposition. On a l'impression que c'est un opposant. Et il s'oppose à quoi? Bien évidemment à un marxisme apparemment dominant. Et il est déjà dans une préfiguration de ce qu'est la rupture. On sent que ce qui va l'incarner après la rupture, c'est quelque chose qui est complètement naturel. Manuel Valls, lui, là, en 82, ça fait un an que la gauche est au pouvoir. Et si on fait un petit jeu, vous changez le mot de Mitterrand, le nom de Mitterrand, par le mot de Hollande. Vous rajoutez 1 million de chômeurs, aux 2 millions, vous en mettez 3, vous reprenez ça, ça marche totalement aujourd'hui. Et ce qui est incroyable, c'est que son intervention a 30 ans. Et que pour que Manuel Valls existe dans la politique française, il a fallu 30 ans. Ça lui a laissé le temps de faire beaucoup de progrès. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais alors en même temps, on voit aussi, alors ces débuts, c'est toujours assez amusant parce qu'on prend souvent évidemment ceux des personnalités qui ont émergé, mais on voit bien qu'il y a quand même des grandes différences. On dit souvent les politiques, ils viennent tous du même endroit, ils sont tous faits dans le même moule. Mais on voit quand même qu'il y a des débuts et des styles très très différents. Il n'y a pas forcément une voix royale ou un style, on va dire, dominant. Du moins, on a l'impression, est-ce vraiment le cas de Muxel, ou alors est-ce qu'il y a peut-être justement des choses qui nous échappent, des points communs qui nous échappent? Ce qui est très frappant, enfin, ce qui m'a en tout cas frappé dans ces quatre extraits, c'est la permanence de ces trajectoires. Finalement, ils ne sont pas très différents de ce qu'ils sont aujourd'hui. Et c'est cette grande permanence. Et je rejoins ce que vous venez de dire. C'est le fait qu'il faut beaucoup de temps à la fois pour construire une trajectoire, mais que cette trajectoire se construit à partir d'un engagement inaugural où, je dirais, bien des choses déjà sont en place de ce qui fera effectivement cette trajectoire politique. C'est-à-dire l'enthousiasme, l'engagement, la volonté, l'affirmation, certes pour certains encore un peu timide, mais l'affirmation d'une certaine posture d'autorité, c'est assez marquant, en tout cas chez le jeune Fillon, qui déjà se pose presque en vieux de la politique. C'est sa première télé, mais quand on regarde les journalistes comme ça... Et tout est déjà en place. Simplement, il va falloir l'épaisseur du temps long, effectivement, du temps long en politique nécessaire pour que un candidat s'affirme, un candidat puisse être élu et exister au sein du paysage politique français. Alors, sur les thèmes, on voit qu'ils sont quand même très souvent interrogés sur la question de la jeunesse. Ils sont un peu, on a l'impression qu'ils sont un peu comme ça cantonnés à la réponse, nous les jeunes, on pense que, etc. Et c'est souvent, les jeunes ne parlent d'ailleurs que de la jeunesse en politique. Est-ce que c'est finalement un atout pour eux ou au contraire un problème pour acquérir de la légitimité? C'est peut-être pour ça qu'ils mettent autant de temps à émerger, parce qu'ils sont cantonnés au sujet de la jeunesse, Virginie Martin?
Oui, enfin, avant de peut-être revenir à ces sujets, effectivement, sur lesquels on les fait beaucoup intervenir, moi, ce que je trouve surtout dans ces 4 extraits, et là, il y a une permanence, mais avec une petite nuance par rapport à ce que vient de dire Anne Muxel, ou un rajout en tout cas, je trouve que quel que soit le style de ces 4 personnages et personnalités politiques qu'on connaît très bien aujourd'hui, il y a véritablement une intégration déjà des marqueurs et des codes de communication politique, des codes du marketing politique chez Sarkozy. C'est très fort, évidemment. Je trouve qu'il y a déjà des langues de bois qui se mettent déjà très très bien en place. Ah bon, chez qui? Fillon est assez classique, je trouve, là, dans ce rôle-là. Je le trouve plutôt assez bon, déjà, en langue de bois. Valls, effectivement, a bien appris sa leçon. Il y a déjà les marqueurs, en définitive, d'une politique que l'on va voir se dérouler malgré la jeunesse de ces gens, de façon excessivement classique, déjà vue 100 fois. Il y a, je trouve, quand même assez peu de renouvellement. On ne sort pas tellement, finalement, du chemin que les anciens ont déjà tracé, comme si on avait déjà intégré à la fois les codes de fond et les codes de forme. D'accord. Vous ne les trouvez pas, pour le coup, en rupture avec leurs aînés. Ils singent les aînés plus qu'ils ne s'en démarquent. Je trouve qu'il est singe, en effet, plus qu'il ne s'en démarque. Oui, Denis Bertrand? Oui, c'est-à-dire que ce sont des rituels initiatiques. Là, on les voit dans des séquences d'initiation. Leur première télé. Du coup, on imite les vieux, alors. D'une part, ils sont amenés à revêtir l'habit d'un code et à intégrer ce code. Et donc, il y a une espèce d'apprentissage pour entrer dans l'habit de la fonction, d'une part. Et d'autre part, peut-être que c'est à cause de cette codification-là, très formelle. Ça fait émerger des traits de personnalité, ou des traits de différenciation, des traits singuliers. Et moi, ce qui me frappe, évidemment, c'est que le charme de cette vision, c'est qu'il y a un effet de rétrolecture. C'est-à-dire qu'on interprète ce qu'ils étaient à partir de ce qu'on sait qu'ils sont devenus. Et donc, on projette dessus, et on dit, ah oui, il avait déjà ce truc-là, ah, il avait déjà, oui, il n'avait pas encore, etc. Et donc, il y a toute une sorte de lecture que l'on fait qui est sympathique et intéressante. Et c'est vrai, moi qui m'inspire que le fait que c'est vrai que ces marqueurs-là de la différenciation sont sans doute les plus nets dans ceux qu'on a vus chez Sarkozy. Le côté musclé de la parole, le côté affirmation d'indépendance. Je suis dans un parti qui laisse de la marge. Différent par rapport au code et par rapport aux autres. Voilà, par rapport à ce que disait Virginie Martin, lui, il rompt les codes. Il émerge nettement. Il innove. Alors pour finir, sur les débuts pas toujours faciles des leaders d'aujourd'hui, je voulais vous montrer 2 autres extraits assez savoureux. Alors le premier concerne François Baroin, dont le père, un directeur de cabinet de 2 présidents de l'Assemblée nationale, était une figure des années 70-80. Donc à l'époque, le reportage est sur le père. Mais comme l'actualité traite d'une tragédie, la mort du jeune manifestant Malik Oussekine, eh bien la caméra pénètre dans la chambre du fils. François, t'es là? Ah bon, maintenant je vais monter le réunion. Merci de la bonne surprise. Vous étiez à la manif hier? Non, personnellement je n'étais pas. Pourquoi? Parce que justement, enfin moi je trouve ça très triste, effectivement, la disparition d'un jeune comme ça, mais je ne me sentais pas tellement concerné par la manifestation. Vous en avez discuté tous les deux avec votre père? On se voit beaucoup, on discute de beaucoup de choses, mais c'est toujours par petits bouts, 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Et ouais, effectivement, on discute un peu de tout ça. On avait discuté tout au début, aux alentours du 25. Moi, je dis ce que je pense de ça. Je dis ce que moi j'aurais répondu par la fête. Parce que je crois qu'il y a dans le fond de cette affaire-là deux éléments, n'est-ce pas? Il y a une jeunesse qui est pleine d'espérance, qui est à la recherche d'une échelle de valeur. Salut camarade. Merci de ta visite. Voilà, bon, assez surréaliste, avec Snoopy dans le fond, ça fait jeune et décontracté, mais quand même, il s'arrange avec son air à l'aise pour ne pas répondre à la question est-ce qu'il en a parlé avec son père ou pas. Donc il a une certaine aisance, qu'on retrouve chez une autre jeune femme tombée elle aussi dans le bain de la politique quand elle était toute petite, petite fille et arrière-petite-fille de politique, Nathalie Kosciusko-Morizet face à l'ex-premier ministre Raymond Barre. Il faut quand même que je précise que cette charmante jeune femme a fait Polytechnique, l'école des eaux et forêts, et qu'elle a été à l'Élysée la spécialiste des questions de l'environnement.
Dans tout ce que vous avez dit, il y a évidemment beaucoup de sujets qui ont accroché mon oreille. Et peut-être le premier, c'est quelque chose que vous avez dit au tout début. Vous avez dit qu'en 25 ans, la France avait progressé et qu'elle avait progressé dans sa compétitivité